Alors, si je suis là ce soir, c'est parce que, il y a très longtemps, il a parlé de 40 ans, c'est un tout petit peu moins, j'ai décidé de ne pas me laisser enfermer dans des barrières, dans des chemins automatiques et de vivre ma vie et de me laisser porter par les rencontres et un petit peu le hasard de la vie. Alors, laissez-moi partager avec vous 2 rencontres importantes qui vont expliquer après tout le reste. Imaginez-vous, on est au nord du Vietnam, on est en 1954, à la frontière du Laos. Vous avez vu cette ville-là, Dien Bien Phu. La France est engluée dans cette cuvette, elle pense qu'elle va gagner la guerre. Erreur stratégique évidente, et elle se laisse enfermer là et elle perd la guerre. Et ça amène aux accords de Genève. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi des gens très importants et célèbres qui ont sauté. Le général Bijard a sauté à la dernière minute dans la cuvette pour essayer de tirer la France d'affaire, ça n'a pas marché. Voilà Paul Groin, mon cousin, qui était chirurgien et qui était le dernier chirurgien de cette antenne. Il était le plus âgé et il était le chef de l'antenne chirurgicale. Ils ont vécu un enfer, ils opéraient enterrés sous 2 ou 3 mètres de terre, dans une chaleur épouvantable. Et voilà, il a été le dernier, après il a été fait prisonnier et il a suivi son parcours. Et quand il est sorti de là, il est allé travailler 20 ans en Indochine, au Cambodge. Et 20 ans plus tard, il revient en France. Et à ce moment-là, moi, je suis jeune étudiant en médecine et je vais le voir, c'est mon cousin. Et je suis interpellé, bluffé par sa personnalité. Moi, j'ai l'impression de ronronner dans ses études de médecine, de ne pas trop trouver ma voie. Et lui, il a 60 ans à ce moment-là. Il est jeune dans sa tête. Il tient table ouverte, Grand Place à Lille. Il reçoit tout le monde, les anciens blessés, tous les gens qui veulent lui parler. Et lui me dit, ne te laisse pas enfermer. Suis ta voie. Va où tu dois aller, mais ne suis pas forcément des chemins obligatoires. Laisse-toi porter. La deuxième rencontre, c'est Bernard Kouchner. Je le rencontre là, je suis déjà jeune médecin et je viens d'avoir le concours pour faire la chirurgie. Et je milite à Médecins sans frontières. Bernard Kouchner est le fondateur de Médecins sans frontières, avec d'autres. Il est le père du droit d'ingérence humanitaire, le droit de témoigner. C'était aussi quelqu'un d'extraordinaire qui m'a influencé. Voilà quelqu'un qui était toujours très écouté, qui était toujours un petit peu en avance, qui était brillant, et on sentait toujours qu'il avait 2 ou 3 pas avant nous. Après, il a fait sa carrière, il a fait sa vie. C'est l'homme de cette époque-là, vers les années 75, c'est lui qui m'intéresse. Et je le rencontre plusieurs fois, et je le rencontre rue Crozatier, sur le siège de Médecins sans frontières. C'était 2 bureaux, et il me reçoit, il n'y avait pas de chaise, il me reçoit sur un coin de table, et il dit, bon, toi, tu es qui là ? Tu es où ? Ben, j'ai dit, je suis interne, je viens d'avoir le concours. Ah, tu es chirurgien ? Je dis, non, je ne suis pas chirurgien. Non, tu pars on a besoin d'un chirurgien en Angola demain, tu pars. Et là, j'ai refusé, j'ai dit, non, il faut que j'apprenne mon métier. Une fois que j'aurai appris mon métier, je pourrais partir, je pourrais faire les choses. Mais à cette époque-là, les ONG humanitaires, les French Doctors, qui ont été quand même les pères du mouvement, on parle de nous aux États-Unis, partout dans le monde, on dit les French Doctors, c'est le concept, c'est eux qui l'ont inventé. C'était un petit peu bout de ficelle au début. Et puis je refuse et je dis non, je vais faire chirurgie. Et à ce moment-là, je rentre à l'hôpital et je passe quelques années à faire de la chirurgie, à apprendre mon métier. Mais très vite, le virus, j'étais un peu tombé dans la marmite, si on peut dire ça. Très vite, je continue mon travail de jeune médecin, de jeune chirurgien à l'hôpital et je pars sur les terrains humanitaires, encore un petit peu bout de ficelle. Là, on est en Iran, à la frontière entre l'Iran et l'Irak. On aide les Kurdes qui sont pris entre ce combat un peu idiot entre Khomeini et Saddam Hussein, entre l'Iran et l'Irak. Et on aide les Kurdes, on opère sous tente, on est dans des conditions un petit peu difficiles. Et à cette époque-là, je cours un peu à droite à gauche, ce que je ne ferai plus maintenant. Je pars aux Philippines,
on est dans la jungle, on dort dans la jungle, on leur apprend à traiter les fractures avec des bouts de bambou et des bouts de ficelle. Je vais également au Pakistan, à la frontière de l'Afghanistan, pour apprendre aux jeunes Afghans à soigner des blessés. Rappelez-vous, la Russie est en Afghanistan et les pauvres Afghans essayent de s'en sortir. Et puis à ce moment-là, les choses avancent doucement. Et je suis chirurgien, c'est vrai que je cours un peu à droite à gauche, et mon papa m'interpelle et me dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu as un beau métier, il faut que tu exerces, que tu t'installes. » À ce moment-là, quand il a dit ça, une petite lumière s'est allumée dans ma tête et j'ai repensé à ce que disait mon cousin Paul en disant « Ne te laisse pas, va où tu dois aller, ne te laisse pas guider. » Et j'ai dit à mon papa, oui, il y a une ONG qui me propose d'aller opérer en Afrique, je ne connais pas l'Afrique, il faut que j'aille découvrir l'Afrique. Et je suis parti travailler au Burkina, et puis j'ai profité un petit peu du voyage, et je suis parti au Mali. On est au nord du Mali, on est au nord de Mopti, on est au sud de Gao, ça c'est des noms qui vous parlent maintenant, et on est dans le pays d'Ogon, à la frontière du Burkina, et je fais la falaise d'Ogon en routard, à pied, voilà. Et puis je suis le hasard toujours des rencontres, je suis mon fil. Le hasard des rencontres fait que je ne vais pas à l'hôtel à Bamako, je vais chez des amis. Oui, va, mon frère travaille au Mali, vas-y. Un ami lillois me dit ça. Ah, j'ai dit j'y vais. Et en fait, c'était un médecin qui travaillait sur la lèpre dans un institut de lèpre, à l'Institut Marchot à Bamako. Et là, je tombe dans la deuxième marmite, celle de la lèpre. Je visite, je travaille avec eux, je retourne plusieurs fois et je suis passionné et je dis ouais, ça c'est ma voie. Parce qu'il faut à la fois enseigner, il faut former les gens, mais il faut aussi opérer, mais il faut aussi faire un peu de santé publique. Et j'avais cette fibre sans doute d'être un petit peu touche-tout et de faire ça. Et puis je fais des pieds et des mains et puis je deviens coopérant français avec un salaire, une prime d'expatriation, et j'ai le poste à Bamako, puis je termine pendant encore quelques années à l'Institut de léphrologie à Dakar, où je fais ce travail et où je suis vraiment passionné par ça. Alors, vous allez me dire, mais la lèpre, qu'est-ce que c'est que la lèpre? Je suis sûr que vous avez des idées sur la lèpre et qu'elles sont peut-être pas justes. Il y a peut-être quelques mauvaises idées à passer. Alors la lèpre, en 2 mots, ça commence par une tache sur la peau. Sur peau noire, c'est ce qu'on appelle une tache achromique, c'est-à-dire que la couleur disparaît. La couleur disparaît et la tache est insensible. Donc vous allez me dire, c'est facile, c'est une maladie de la peau, c'est une dermatose. Oui, c'est une dermatose. Et puis, si on traite le malade là, à ce stade, on le guérit. Et le malade repart à ses occupations, va au marché, personne ne le reconnaît. Un tuberculeux qui est soigné, il est soigné, vous le croisez, vous ne savez pas qu'il a eu la tuberculose. Alors pourquoi la lèpre est si stigmatisante? Eh bien parce que les gens ne s'inquiètent pas d'une tache sur la peau, ça ne les affole pas, ils ne s'inquiètent pas. Et puis, en Afrique, avec la crise, la moitié de la population, mais des fois un peu moins, mais la moitié de la population n'a pas accès aux services de santé. Pas d'accès aux services de santé, on ne s'inquiète pas sur une tache. Mais les ennuis commencent. Le bacille, c'est un bacille, peu importe, c'est comme une bactérie, va commencer à attaquer et à proliférer dans ce qu'on appelle les nerfs périphériques, c'est-à-dire toute la commande électrique pour faire fonctionner les mains, les pieds et les yeux. Une fois que c'est fait, les malades vont avoir des paralysies, voilà, des paralysies des mains, paralysie des pieds, paralysie des yeux. Je ne vous demande pas d'image parce qu'elles sont peut-être un peu impressionnantes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? La paralysie, la conséquence, c'est l'insensibilité. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de sensibilité au niveau des doigts, de la plante des pieds et de la cornée. Et les ennuis commencent. Donc, les morceaux qui tombent, non, ce n'est pas ça. Les morceaux qui tombent, les amputations, d'abord ils ne tombent pas, mais les amputations, c'est quoi? Eh bien, c'est les blessures, les abcès, les phlegmons, la gangrène, qui font que
ils ne sentent pas, ils se blessent. Pareil pour les pieds et les chaussures. Voilà la maladie. Donc j'espère que je vous ai éclairé. On a maintenant des traitements efficaces pour cette maladie, mais on a bien sûr un problème de stratégie de mise en place. Alors, c'est une maladie endémique qui est transmissible. Elle sévit dans ce qu'on appelle, et de ce qui est politiquement pas correct, la ceinture de pauvreté du monde, c'est-à-dire la zone tropicale équatoriale, la ceinture de pauvreté du monde. Et les deux pays qui dépistent le plus, c'est l'Inde et le Brésil, deux pays émergents. Politiquement, ils sont en train de mener une guerre extraordinaire pour essayer de diminuer les chiffres, parce qu'après, c'est l'histoire de l'image de marque. C'est comme les lépreux dans les pays touristiques, on essaye de ne pas trop les voir, et les gouvernements les cachent un petit peu. 230 000 nouveaux cas par an dépistés dans le monde, dont on sait que 20% sont mutilés, les atteintes nerveuses dont je vous ai parlé, sont mutilés au dépistage. Donc tous les ans, ces gens-là vont revenir, vont se rajouter, et pour arriver à plusieurs millions dans le monde. Après ce séjour à Dakar et à Bamako pendant 10 ans, je suis rentré en France et j'ai repris un poste dans un hôpital. Et j'ai fait mon travail d'orthopédiste et traumatologue. Ça se passait pas mal. Puis au bout de 2 ou 3 ans, j'y suis retourné. J'y suis retourné, mais plus alors pour faire le travail, comme je faisais. Je faisais de la formation, mais je faisais aussi le travail. Là, j'y allais pour aider, pour faire de la formation, pour faire de la santé publique et essayer de les aider à faire le travail. Moi, je ne venais plus faire le travail. J'agissais comme un consultant. Alors, il faut former les gens. Vous voyez la petite aide-soignante, là, en rose, c'est une aide-soignante. Je lui apprends des rudiments de bilan neurologique pour suivre les malades, qu'elle verra. À droite, on est à Madagascar, on forme des gens pour essayer de dépister les malades avant les atteintes nerveuses. C'est-à-dire que, et c'est un peu mon sujet, c'est la prévention des invalidités. Et on a l'habitude de me présenter en disant « c'est un chirurgien, mais il ne veut pas opérer, lui. Il veut prévenir l'invalidité. » Donc s'il vous dit qu'il ne faut pas opérer et qu'il faut dépister avant, il faut l'écouter. En bas, on est au Mali, l'année dernière, avec les chefs de programme, les gens qui travaillent dans les ministères, pour essayer de les former, pour qu'ils forment à leur tour d'autres personnes. Donc on a formé les formateurs. Et puis toutes ces rencontres ont été quand même très intéressantes. Tous ces gens, toute cette pyramide, de l'aide-soignante jusqu'à l'adjoint, au chef de, pas le chef de cabinet, mais le chef du programme lèpre au ministère, toutes ces rencontres ont été intéressantes. Et tout ça est parti du hasard des rencontres que je vous ai expliquées au début. Alors, rencontrer des gens du monde de la lèpre, tous ces Africains qui travaillent pour leur pays avec des petits salaires, et ils sont quand même motivés, ils sont joyeux, ils sont heureux quand on discute avec eux. Tout ça est très enrichissant. Mais permettez-moi de partager avec vous 3 histoires, 3 sourires ou 3 visages. Le premier, c'est Amina, c'est une petite malgache, elle a 12 ans. Elle a une forme grave de lèpre. Elle a une forme grave. Vous ne le voyez pas trop, mais j'ai reçu des photos d'elle le mois dernier. Elle est de nouveau en réaction avec un gros œdème du visage. Ses mains commencent à se paralyser. Elle est traitée, on traite, mais c'est une histoire d'immunologie. La machine est lancée, on n'arrive pas à l'arrêter. Et cette petite, elle est timide, souriante. Elle vous regarde avec un petit air. Et on a du mal à rester indifférent. Vous la voyez là avec sa petite blouse bleue. Elle est scolarisée parce que les sœurs les hospitalisent et les scolarisent. L'OMS nous interdit de le faire, mais on aime bien désobéir à l'OMS. Ils ne veulent pas, ils disent non, ça doit aller à la maison. Non, il faut quand même pouvoir s'en occuper de ses enfants. Et quand on la regarde et qu'elle sourit, on est un petit peu interpellé, le mot est juste. La deuxième histoire que je veux vous raconter, c'est une femme qui a eu la lèpre. Elle n'était pas mariée. Elle a eu la lèpre et d'ailleurs, elle a gardé une petite séquelle. Regardez sa main gauche, elle est paralysée, elle est en griffe, mais elle tient quand même son bébé. Regardez comme le bébé est beau. Mais regardez elle, son visage, son sourire.
extraordinaire. Et elle dit, moi j'ai eu la lèpre, j'ai des séquelles, mais je veux vivre. Elle nous renvoie force, courage, et regardez son sourire. Ce n'est pas le sourire de quelqu'un qui est triste, qui va aller mendier dans la rue, qui va dire j'ai eu la lèpre. Non, pas du tout. Pas du tout. La dernière histoire, là, elle est plus forte. Cette femme-là, je la trouve il y a 1 an au Tchad, dans un dispensaire, et elle est en train de mourir. Elle a une gangrène sur une blessure du pied qui s'aggrave, et elle débute ce qu'on appelle une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée. Je cours partout, je vais voir le chirurgien de l'hôpital d'à côté, et j'obtiens qu'on puisse l'amputer en urgence, on met en route les traitements, et je retourne en décembre, et j'ai dit je veux la voir. Et je la retrouve, elle sait qu'on va venir la voir. Et voilà le tableau. Elle est là, vous voyez que sa jambe droite est amputée, elle cache dans les bébés ses 2 mains qui sont en griffes, mutilées et non fonctionnelles. Et entre-temps, quand on l'avait vue il y a 1 an, elle avait une petite fille qui est en bleu, elle avait 2 petits garçons qui sont très beaux, et entre-temps, elle a fait des triplés. Septicémie, amputation, je te fais 3 bébés dans la foulée. 1 est mort, mais il en reste 2 qui sont très beaux. Et cette femme est là avec une forme de sérénité, de calme, et ça nous renvoie de la force et du courage. Alors, qu'est-ce que je veux partager avec vous? C'est laissez-vous porter par les hasards de la vie qui vont vous mener à des rencontres intéressantes, mais surtout n'hésitez pas à donner. Le bénévolat, on donne, mais on reçoit énormément. Ces 3 personnes, à des époques différentes, m'ont énormément enrichi, construit, renforcé. Aussi, je vous souhaite de belles rencontres comme ça.